Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet, je voudrais donc profiter de vous présenter deux invités qui vous montreront que cette démarche-là n'est pas farfelue, mais qu'au contraire, ça fonctionne et peut justement, au contraire, prendre de l'ampleur sur le Cotentin. On n'a pas l'ambition de la Manche, mais on est le seul à fonctionner de cette façon-là sur le territoire de la Manche. Mais en tous les cas, on voudrait le développer sur le Nord Cotentin. Donc Grégory Autier, qui est directeur du GE Média, donc un groupement d'employeurs multisectoriel qui intervient sur Caen. Et Élise Martin. Lucie. Mais ça aurait pu être Lucie, jamais. Lucie Martin, pardon, qui donc représente Secreteb, qui est donc un groupement d'employeurs monosectoriel, donc qui est ouvert essentiellement sur les associations culturelles et artistiques sur Caen. Sur Caen et sur le territoire ex-Basse-Normandie, on va dire. Donc je trouvais intéressant de pouvoir vous faire connaître ces représentants de groupements d'employeurs et qui puissent répondre à vos questions aujourd'hui. Donc ce qu'on vous propose, c'est de vous présenter une petite vidéo qui dure 3 minutes et quelques sur la démarche d'un groupement d'employeurs, en quoi ça consiste, comment ça fonctionne. Et pendant ce temps-là, que vous puissiez justement réagir en posant vos questions, pourquoi vous venez aujourd'hui, pourquoi vous vous intéressez à cette démarche-là. Je voudrais aussi remercier Mathieu Giovannon, qui représente Fil et Terre, qui va intégrer le groupement d'employeurs bientôt. Donc on expliquera, et je lui ai demandé d'être présent pour justement témoigner de son intérêt et pourquoi il rentre dans cette démarche-là très concrètement. Donc vous profitez des petits post-it que vous avez à votre disposition, ça nous permettra de recentrer et de résumer les questions qui peuvent être communes ou singulières, et donc permettre à Lucille et à Grégory d'y répondre, et moi-même éventuellement si je peux apporter ma contribution ou mon éclairage. Voilà, merci encore, et je vous propose la petite vidéo. Le groupement d'employeurs, tu sais ce que c'est, toi? Oui, c'est une structure employeuse qui mutualise les emplois. En général, le groupement d'employeurs est une association loi 1901, parfois une coopérative. L'idée, c'est que des entités très diverses comme des clubs de sport, des collectivités territoriales ou des centres de loisirs puissent mutualiser leurs besoins en temps partiel pour en faire des emplois à temps plein. Cela peut concerner des éducateurs sportifs, des animateurs socioculturels, des secrétaires, des comptables, bref, tout type de métier. D'accord, et quel est l'intérêt? Les avantages sont nombreux. Imagine, un salarié qui multiplie les contrats de quelques heures à droite et à gauche. Il est formé et compétent, mais cette situation n'est pas très confortable. Il pourrait avoir envie de partir pour une situation plus simple. Oui, c'est sûr, c'est ce que je ferais. Alors que ces différents employeurs, en se regroupant au sein d'une même structure, pourraient lui proposer un CDI, peut-être même à temps complet. La situation du salarié est simplifiée, il a un contrat de travail et un employeur unique, un accès à la formation facilité, et peut même diversifier ses activités au sein du groupement. Tout le monde est content, le salarié et ses employeurs. Je vois bien l'intérêt pour le salarié. Mais nous, par exemple, dans les clubs de sport, on a souvent besoin des mêmes intervenants au même moment. Alors ça peut pas vraiment marcher, ton truc. Si, regarde. Prends un groupement dans lequel on trouverait un club sportif, une commune, une maison de retraite et un centre social. Tu vois, beaucoup moins évident que ces 4 structures aient les mêmes besoins au même moment. Plus les membres d'un groupement sont diversifiés, moins on se retrouve bloqué. Ah ouais, pas mal. C'est dans la diversité et dans l'échange que les solutions se trouvent. Et il y aura peut-être même d'autres projets de collaboration qui pourront naître de ce groupement. C'est ça le développement local avec des emplois stables. Alors oui, vu comme ça, la diversité, l'échange, c'est beau. Mais ce groupement d'employeurs là, c'est encore une nouvelle structure à gérer. C'est lourd, ça va prendre du temps. D'accord, c'est un nouvel élément dans votre fonctionnement, mais vous avez en moins la charge de la gestion de l'emploi dans votre structure. Et d'ailleurs, tu n'es peut-être même pas obligé de créer un nouveau groupement d'employeurs. Il en existe sûrement sur votre territoire. Est-ce que tu t'es renseigné ? Ouais, il faudrait que je regarde. Admettons, mais ça engage forcément des dépenses supplémentaires. Et non, pas forcément. Dans le cas d'un petit groupement d'employeurs, il n'y aura pas de coûts supplémentaires. Pour les groupements d'employeurs plus importants, il y aura en effet des dépenses liées à la gestion des emplois mutualisés. Mais ces dépenses sont partagées entre tous les membres du groupement. Et il faut penser à tout le confort que cela vous apporte.
Cela vous permet aussi en interne d'avoir du conseil en ressources humaines, un service de remplacement, une formation professionnelle facilitée pour le salarié, un vrai déroulement de carrière et surtout des emplois pérennes. En plus, bien souvent dans le groupement d'employeurs, vos emplois deviennent éligibles à plusieurs aides de l'État ou des régions. Bon, c'est vrai que ça a l'air intéressant. Mais ça n'a pas l'air facile quand même. Je fais comment moi pour me lancer? Ne t'inquiète pas, ce n'est pas si compliqué. Il suffit de contacter les services de l'État en charge de la jeunesse et des sports, la direction départementale ou régionale. Tu pourras être informé, conseillé et orienté. Voilà, cette petite vidéo qui permet effectivement de vous présenter très succinctement et très rapidement le fondement des groupements d'employeurs. Donc l'idée, c'est de pouvoir collecter maintenant vos questions sous la forme de ces petits post-it qui permettra donc de mutualiser une fois de plus vos questionnements. Là, vous avez eu effectivement une présentation autour des métiers de l'animation, ou en tous les cas du secteur de l'animation avec l'animateur sportif, etc. Mais ça peut être plein d'autres secteurs qui peuvent se mettre ensemble et mutualiser des fonctions support identiques. Donc, vous avez bien compris, l'idée, c'est de faire émerger un besoin dans une association qui ne va pas pouvoir être couvert par un emploi de sa propre démarche. C'est un emploi qu'on va pouvoir créer parce que plusieurs structures vont se mettre ensemble pour générer cet emploi, qui va être sur du temps partiel choisi, voire du temps complet, et plutôt en CDI. L'idée, ce n'est pas la boîte intérim qui va fonctionner avec une prestation de service d'un comptable ou d'une secrétaire qui va aller chez vous dans votre structure, etc. L'idée, c'est vraiment de développer de l'emploi partagé, mutualisé, correspondant aux besoins de plusieurs structures qui vont se mettre ensemble et qui vont devenir des adhérents co-employeurs du groupement d'employeurs. On voit rien. Je vous ai mis aussi une petite fiche de présence, si vous pouvez la remplir pour que, éventuellement, je vous enverrai le flyer dématérialisé pour que vous ayez le résumé de la démarche tel que je peux vous le distribuer maintenant. Mais... Le modèle de départ des GE, c'était les ouvriers agricoles qui étaient partagés entre plusieurs exploitations agricoles, de se mettre ensemble pour embaucher un ouvrier qui travaille. C'est ce modèle-là. Moi, je me souviens toujours de ça. Peut-être que je me oui, c'est l'esprit des GAEC ou l'esprit des CUMA dans le monde agricole qui permet effectivement de partager des outils, de partager des salariés, mutualiser là aussi. C'est partie de cette démarche-là. Okay, parce que 3 idées à nous faire remonter. Vous voyez, l'objectif qu'on a, c'est de partir plutôt de vos questions plutôt que d'une intervention descendante, sachant qu'il y aura après des témoignages qu'on pourra vous apporter sur nos pratiques. Donc là, il y a deux questionnements autour de avec qui on peut faire un GE. Est-ce que ce ne sont que des associations ou est-ce qu'il y a d'autres types d'acteurs qui peuvent participer à une dynamique de création d'un GE? Et puis la différence GE temps partagé, je les laisse là pour le moment. Est-ce qu'il y a d'autres et ce qu'on va faire avec Lucille, Roséline et moi-même, c'est quelle est notre intervention sur la réponse en même temps. Ok. Hop, donc on va y aller. Si ça vient au fur et à mesure, vous n'hésitez pas, vous les montrez, puis on les met. Et puis on fait des patates. Mais on va commencer à en aborder une. C'est avec qui on peut créer un GE. La vidéo en parle un petit peu. Le groupement d'employeurs, donc vous pouvez avoir 2 formes juridiques.
aujourd'hui, hein, c'est soit une association, soit le statut plus coopératif. Là où on trouve plus particulièrement des groupements d'employeurs, c'est quand même sous statut associatif. Et comme le disait Lucie, historiquement, hein, le groupement d'employeurs, c'est la loi de 85, juillet 85, et historiquement, c'est le secteur agricole qui a impulsé, je dirais, cette dynamique d'emploi mutualisé. On retrouve aussi cette forme d'organisation d'emploi dans le secteur de l'entreprise classique, le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et autres. Il y a plein de dynamiques qui existent. Et du coup, aussi, le secteur qui est le nôtre, dit de l'ESS, peut se l'approprier. Il peut y avoir une mixité des acteurs, c'est-à-dire, et c'est la plus-value d'un GE, potentiellement, c'est que demain, sur le territoire, vous pouvez effectivement créer un emploi avec un acteur qui est une association, avec Cherbourg en Cotentin, et puis, pourquoi pas, avec une coopérative. Hein, donc, il peut y avoir une diversité. Les seules conséquences qu'il peut y avoir, qu'il faut regarder, alors, par rapport aux collectivités et par rapport aux coopératives, c'est par rapport aux collectivités, c'est que celles-ci peuvent adhérer à un GE, mais ne peuvent pas recourir à un GE pour couvrir des besoins qui sont des besoins dits régaliens pour la collectivité. C'est-à-dire un poste d'adjoint administratif, un poste de rédacteur en temps partagé avec une association, non. Donc c'est bien sur des postes dans lesquels la collectivité n'est pas sur les textes disent besoins régaliens à ce niveau-là. Et sur les coopératives ou autres formes mutuelles et ainsi de suite, ce qu'il faut regarder, c'est, et Secrateb est un exemple intéressant à ce niveau-là, un GE est une association qui au départ n'est pas fiscalisée. Le secteur associatif au départ n'est pas fiscalisé. Après, en fonction des activités qu'on développe, activités économiques ou autres, on peut le devenir. Et dans un GE, a priori, qu'on appelle la mixité fiscale n'est pas complètement stabilisée aujourd'hui. Ce qui veut dire que normalement, quand un groupement d'employeurs travaille avec des membres fiscalisés et non fiscalisés, le risque potentiel, s'il n'a pas organisé en interne, et Secrateb l'a fait, les choses de façon un peu étanche, c'est qu'il y ait un effet de contagion sur la fiscalité, et qui fasse que toutes les facturations émises par le GE en direction de tous les membres soient assujetties notamment à la TVA. Ce qui fait que pour un acteur non fiscalisé, du coup, ça devient nettement moins intéressant puisqu'il prend 20 points à ce niveau-là. Donc, on a plutôt tendance à dire qu'un GE travaille soit avec des acteurs non assujettis, soit avec des acteurs assujettis, mais il commence à y avoir des formes d'organisation, et Secrateb en est une, dans lequel au sein du GE, il y a une structuration juridique interne qui permet d'aborder ces deux types de situations. Et comptable. Voilà, comptable. Et du coup, je vais te laisser situer comment vous faites à Secrateb. Alors moi, je suis salariée de Secrateb, donc j'aurais plutôt une place de témoin que de connaissance de l'intérieur parfaite du Secrateb, notamment sur les questions de fiscalité. Grégory. Au départ, Secrateb, il y avait deux structures, deux assos. Il y avait Secrateb et Secrabis. Une structure fiscalisée, l'autre pas. Donc ça, c'était en 2015, le premier emploi. Et depuis 2-3 ans, mais c'est l'aboutissement d'un long travail et juridique et comptable, ont été fusionnés les deux structures pour donner une seule entité. Donc, avec une application de la TVA pour les structures co-employeuses qui sont fiscalisées et non-application de la TVA pour celles qui ne le sont pas. Voilà. Après, comment cette chose-là elle s'est faite. Dans tous les cas, il y a une pratique en Normandie qu'on peut déjà identifier, d'une structure qui effectivement avant, parce que sinon par rapport à ce rapport à la fiscalité, ce qui est fait, c'est ce que Secrateb faisait précédemment, Secrateb, Secrabis, deux structures juridiques, mais quand même des salariés partagés, mais les adhérents fiscalisés étaient d'un côté, non fiscalisés étaient de l'autre. Ce qui voulait dire qu'en tant que salarié, par exemple, moi j'avais 2 contrats de travail, je n'en ai plus qu'un aujourd'hui. Voilà, mais pour dire aussi que la fusion, ça a été le fruit de l'expérience, en tout cas de la pratique qui a amené ça.
et cette volonté d'en arriver là. Ça n'a pas été au départ. C'est une question qui est à mon avis. Est-ce que quelqu'un qui est auto-entrepreneur à temps partiel peut avoir une partie de son temps à côté dans une association en faisant un groupement d'employeurs avec d'autres associations? Oui. Est-ce qu'on peut cumuler les deux? C'est deux statuts différents. C'est faisable. Théoriquement, l'auto-entreprise a plutôt été créée comme un statut dit accessoire. Certains l'utilisent à titre principal, mais on peut très bien être salarié d'une association à 75% de son temps de travail, c'est ça, et puis à côté avoir ce statut d'auto-entrepreneur à 25%, voire plus après. Oui. Mais c'est faisable. C'est complètement possible. La seule chose, c'est que c'est deux choses qui ne se rejoignent pas. Non. Vous voyez, la personne a sa vie, quoi, quelque part, mais avec deux choses qui sont... Deux métiers différents. Voilà. D'accord. Oui, après, on a parfois des gens qui font du conseil, par exemple, je les rencontre en assos, du conseil en assos, et puis qui se créent leur petite activité secondaire pour aussi faire du conseil, de consultants. À ce niveau-là, donc c'est à ce niveau-là possible. Et ce qu'il faut retenir du coup sur la question de avec qui, c'est bien un GE peut se faire avec plein de types d'acteurs autour de l'emploi. En fonction des types d'acteurs, il peut y avoir quand même la question de l'impact sur la fiscalité. L'exemple de Secrateb est intéressant, mais ça reste un exemple marginal, puisque aujourd'hui la loi, et je vous dis c'est de 85, et donc il y a eu le 30e anniversaire de la loi il n'y a pas si longtemps que ça, et au niveau national il avait été revendiqué l'hybridité fiscale, et le législateur n'a pas accepté ce schéma-là. Ce qui fait qu'il y a des pratiques et des tentatives bordées par des cabinets juridiques et experts comptables, mais ça reste quand même quelque chose qui demande encore à ce que le législateur sacralise un peu la démarche, et ce qui serait plus évident. Après, par rapport, je parlais des acteurs de l'ESS, mais ce qui est intéressant aussi au sein d'un GE, c'est qu'on peut aussi partager un emploi, et notamment dans des territoires ruraux, avec des entreprises locales. Il n'y a pas de... Si à un moment, un métier de secrétaire, par exemple, on peut très bien avoir la personne qui occupe ce poste pour l'ébéniste local ou l'assureur local, par exemple, plus, pourquoi pas, le club de foot qui a besoin d'un secrétaire, et éventuellement une coopérative. Vous voyez, il n'y a pas de... c'est le métier qui fait la liaison à ce niveau-là, et donc c'est rendu possible. Si on prend le rapport plutôt asso-collectivité locale, qui est aussi intéressant, c'est de se dire, et ça n'a pas assez pris, mais par exemple, quand on avait l'aménagement scolaire, les GE étaient un outil très intéressant pour permettre qu'à un moment, un service éducation dans une collectivité trouve des animateurs sur le temps du midi, le temps du soir et autres, et qu'à côté de ça, la même personne intervienne le samedi, le week-end et compagnie, auprès des clubs de sport locaux, et qu'ensemble, ils permettent à un individu non pas d'être en multisalariat, mais bien avec un contrat de travail unique auprès d'un seul employeur, qui est le GE, mais une répartition de son temps entre l'association et la collectivité. Il y a quelque chose qui est rendu possible, et qui permet aussi sur certains territoires de nouer une autre forme de collaboration et de relation entre le secteur associatif et la collectivité locale, puisque ensemble elles portent de l'emploi, chacun pour répondre à ses missions, mais c'est plutôt intéressant, et ça peut permettre parfois, nous par exemple, là c'est plutôt nous, puis, le GE Média que je dirige aujourd'hui, la ville d'Hérouville-Saint-Clair est adhérente de notre groupement d'employeurs. Et avec la ville d'Hérouville-Saint-Clair, on a créé pour le moment un poste d'animateur social logement, dans lequel il y a aussi des bailleurs qui sont concernés, et on est en train actuellement, ça fait de longs mois je dirais, on en discute, mais on est en train de voir comment auprès du secteur sportif, avec la ville, il pourrait y avoir des emplois d'éducateurs sportifs partagés, sur une partie sur des missions ville, et puis sur l'autre partie dans les clubs de la collectivité. Vous voyez ? Et à un moment, ça veut dire que l'un et l'autre, on peut faire levier pour stabiliser des éducs diplômés sur un territoire et leur donner la possibilité d'avoir des temps complets ou des temps partiels choisis, plutôt qu'un contrat avec la collectivité et un contrat avec l'association. Donc c'est la force du groupement d'employeurs et sa possibilité de faire. Chez Secrateb, on aime bien dire aussi que, en tout cas sur chaque collège, puisqu'un salarié égale un collège,
on essaie de mélanger en tout cas des structures de petite taille et des structures de grande taille, ou en tout cas de ne pas se l'empêcher, et pour dire aussi qu'on a vraiment besoin les uns des autres pour créer un poste. C'est-à-dire qu'une petite structure seule, elle ne peut pas le faire, ou à plusieurs petites structures, parfois on a un temps vraiment morcelé, et parfois sur un poste, ça permet d'avoir un temps conséquent avec le centre dramatique de Caen, je vais dire n'importe quoi, et un temps plus réduit avec une ou deux compagnies. Mais en tout cas, à plusieurs, de trouver cette harmonie-là. Et on ne fait pas forcément avec les personnes ou les structures qui nous ressemblent. Ça peut être divers. Toujours sur la question du qui, une question posée là, c'est est-ce qu'une collectivité peut faire partie de plusieurs GE? Je reconfirmerai exactement, mais 2 sur, je crois que c'est jusqu'à 3. Et 2 sur, à ce niveau-là, sur la possibilité d'adhérer pour la collectivité. La question, elle était liée au si on a des GE qui ont un ensemble qui vont répondre à un ensemble de compétences. Alors, toute collectivité peut très bien avoir des besoins. Tout à fait. Sur différentes choses, donc est-ce que finalement, par rapport au type de compétences, peut-être mis sur un GE. Pour ça, je dis, je crois que c'est 2 sur, et je crois que c'est 3, parce que dans ce que vous dites là, et c'est Kratem, et justement, c'est rien. Par exemple, eux, c'est culture. Vous pourriez avoir un GE sport sur un territoire, et du coup, par rapport à ce que vous dites là, avoir des besoins d'un côté et de l'autre, et donc il y a d'adhérents de deux autres. C'est PV, c'est la même. Voilà. Donc voilà sur la question du avec qui, ce qu'on peut vous en dire. Autre atout dans la diversité des acteurs du avec qui, la vidéo le dit un petit peu, c'est à un moment la question de la mutualisation d'emploi, elle est face à une complexité, c'est le planning en temps partagé. Et quelque part, plus on a des adhérents un peu diversifiés, plus du coup on a un éventail de possibilités plus large. Et des exemples assez classiques aujourd'hui sont de dire sur un poste d'animateur par exemple, quand on a une collectivité locale, une maison de retraite sous statut associatif et puis un club de sport, les besoins n'étant pas pour les uns et les autres au même moment, la question de la gestion du planning peut se retrouver simplifiée. Alors que si sur un territoire, si sur Cherbourg ou Cotentin, demain, vous créez un poste d'éducateur sportif avec 4 clubs de sport co, oui, ça sera avec une qualification qui permet à la personne d'être éduque dans les 4 clubs, mais le risque, c'est qu'il y ait des créneaux chauds et des créneaux froids, et que la question de la mutualisation soit compliquée à organiser dans la gestion du planning à ce niveau-là. Alors que quand on a les maisons de retraite aujourd'hui sont des bons exemples sur des postes dans le sport, la possibilité que la personne intervienne le matin dans une maison de retraite, le midi sur le temps scolaire pour une collectivité et le soir dans une association, on arrive à partir de là à faire un planning plus simple. Parce qu'on voit bien que quand on cherche à créer des emplois dans un GE, c'est plus facile de créer ce qu'on disait tout à l'heure, c'est plus facile de créer des emplois dits back-office, donc sans interaction trop régulière avec le public, que des emplois de face-à-face public. Parce que le face-à-face public peut à un moment poser ces questions de gestion du planning et de même besoin, même moment. Donc ça peut, nous au niveau du GeoMédia aujourd'hui, on a 70 membres associatifs et donc une collectivité locale. On partage 14 postes de salariés, mais c'est que des postes, je dirais, support, puisque c'est des postes de gestionnaire de paye, de technicien en comptabilité, sur la communication en infographie, d'agent de maintenance bâtiment, de personnel de service. Et la gestion du planning sur ces postes-là est moins difficile qu'à l'heure actuelle. Par exemple, on est en train de travailler avec le comité départemental olympique et sportif du Calvados pour créer des postes d'animateurs et d'éducateurs sportifs, et où on voit bien un intérêt du mouvement sportif, mais une difficulté, sur les qualifications, à trouver des gens qui puissent intervenir sur plusieurs clubs. C'est pour ça qu'on parle parfois plus d'animateurs que d'éducateurs. Et puis, la fameuse question de gestion du planning, qui est pas simple de mettre en relation, d'avoir un temps de travail suffisant pour tous ces temps. Donc voilà le avec qui, différence entre groupement d'employeurs et temps partagé. Alors, peut-être la question telle que je la comprends, puis après on va voir.
Le temps partagé, c'est plutôt une question de la personne a plusieurs contrats de travail pour moi. Mais est-ce que c'est ça pour la personne qui la pose? D'accord, c'est ça le. En fait, quel est l'intérêt pour quelqu'un d'essayer de se faire embaucher par un GE plutôt être sur des temps partagés? Ouais. La différence, elle est sur la notion de. Dans un GE, on est dans une relation, alors qu'on dit tripartite, mais c'est un peu plus large que ça, c'est que il y a le salarié, il y a le groupement qui est le porteur du contrat de travail, et puis il y a le portefeuille d'adhérents, comme on dit, d'usagers. L'avantage pour la personne, c'est qu'elle a un contrat de travail, une fiche de paye, un droit total à la formation qui n'est pas morcelé, et toute la couverture sociale qui va avec. Le temps partagé, eh ben, elle a plusieurs situations juridiques, donc c'est un peu plus compliqué de gérer son propre régime. Quand elle sera retraite, elle verra aussi ça. Mais même au quotidien, sur la gestion de ses congés, sur la gestion de ses augmentations ou pas, c'est-à-dire que tout est en négociation B2B, alors que dans un GE, on peut ici parler de collège, effectivement, on met tout le monde ensemble et on aborde la situation d'un besoin en formation, d'une augmentation, parce que c'est des choses qui arrivent aussi quand même, ou d'une demande de congé. Alors que dans l'autre cas, c'est le salarié qui est... c'est presque un indépendant, quoi, qui gère sa situation avec chacun, et il n'y a pas de transversalité entre les structures, et cette transversalité, c'est qui n'existe pas, du coup, c'est à lui de la gérer. Dans le GE, le rôle du GE en tant qu'employeur, c'est d'accompagner le salarié dans cette situation. Imaginons un congé maternité, si on a 4 salariés, 5 salariés, 4 employeurs. Ça veut dire 4 personnes à qui on va transmettre le temps d'un congé. Mais il y a plein d'exemples. Enfin, et puis c'est un unique interlocuteur, un interlocuteur et des co-employeurs qui se mettent ensemble autour de ce poste, qui réfléchissent ensemble, qui vont pointer s'il y a des besoins, une gestion de planning qui se fait de façon commune. Enfin, c'est... Je pose une question, Laurent. Du coup, la question, elle vient aussi que si je suis employeur, quel est mon intérêt d'aller vers un GE plutôt que d'aller vers une bonne intérim? C'est quoi l'enjeu? Est-ce que c'est une question de positionnement, de philosophie aussi? C'est pérenniser un emploi, c'est deux logiques différentes. Qui sont chacune légitimes. Hein. Il n'y a pas le mieux et le moins. Non, c'est qu'il y a un intérêt. L'intérim, c'est la durée. C'est la durée. Alors que là, c'est un CDI. Qui t'engage plus longtemps que pour le salarié, pour les adhérents, de toute façon, ils ne peuvent pas mélanger les deux. C'est-à-dire que l'intérim, c'est tu as une licence sur une durée précise, et auquel cas, tu ne peux pas le faire au titre du GE, sauf si le GE va chercher lui-même de l'intérim pour répondre à ce besoin. Mais tu vois, donc, mais pour le salarié, il vaut mieux qu'il ait un CDI, je pense. C'est la nature psychologique de la collaboration. Dans un cas, on est dans un temps éphémère, a priori, même si des fois certains... Dans l'autre, on essaye de faire un parcours ensemble. Donc le rapport au salariat n'est pas vécu de la même façon et l'exercice de la fonction employeur. C'est aussi la notion de co-emploi. Dans le GE, on est un co-employeur avec les adhérents, les associations adhérentes. Prestation de service, enfin l'intérim, c'est la prestation de service. Et puis il y a aussi, si on s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire, c'est aussi dans cette optique-là, c'est-à-dire d'un point de vue éthique, c'est aussi de respecter le salariat, c'est de respecter le droit social qui est son environnement, le droit social, c'est s'inscrire dans une démarche de bienveillance, de respect, enfin voilà, et d'économie, parce que ça coûte peut-être moins cher qu'une boîte d'intérim quand même. De stabilité et de stabilité vis-à-vis de l'employé. Et puis notion de métier, de parcours, d'accompagnement dans un métier, de valorisation de ces métiers, de carrière. Et ça amène du coup à répondre au question qui vient d'arriver, c'est quel niveau de décision des différents employeurs sur le choix de leurs salariés. C'est effectivement, et Rosine vient d'aborder, le terme de co-emploi. C'est-à-dire que dans un GE, certes, l'adhérent ne porte pas le contrat de travail, mais psychologiquement et moralement, il est engagé sur les mêmes principes que s'il était employé en direct. Donc après, sur la question du choix, voilà, sur la question du choix du salarié, ça va se poser à deux niveaux. C'est-à-dire, est-ce qu'au moment de l'identification des besoins, on n'a pas le salarié, il faut faire un recrutement,
Ou est-ce qu'au moment de l'expression d'un besoin par une structure, on a déjà un salarié à temps partiel qui pourrait passer à temps complet, ce qui n'est pas la même situation. Si je prends la première, la façon de faire dépend des règles de gouvernance de l'association, et donc des process que chacun met en place. Je vais parler du GMEDEF, et après on va voir comment Secrateb répond à ce niveau-là. Et puis du coup, SMAC est aussi dans cette procédure en ce moment. Donc, vous allez voir peut-être trois... Du coup, pour un maître galant, je vais d'abord donner à l'accueillant la primeur de la réponse de comment tu fais pour recruter un salarié avec tes co-employés. Alors, l'idée, c'est d'identifier s'il y a quelqu'un déjà qui, par exemple, si je prends l'exemple du poste de comptabilité qu'on va créer, la personne, il y a une personne qui est une comptable qui exerce déjà dans une des associations adhérentes, enfin futures adhérentes. Donc l'idée, c'est de lui donner la priorité. On ne va pas aller chercher quelqu'un d'autre alors qu'elle répond complètement aux objectifs et aux attentes de l'association. Mais aussi, l'idée, c'est de faire rencontrer cette personne des autres associations co-employeuses avant de signer le contrat pour que tout le monde soit bien d'équerre sur la connaissance de la personne, de ses compétences et de pouvoir donc aussi participer au recrutement de façon collective, même si le GE est l'employeur in fine. Rosine, tu as pas mal répondu à la question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand il y a un poste qui décide et que vous connaissez personne. Ah, c'est ça qui m'intéresse. C'est l'autre exemple, c'est-à-dire qu'on est le deuxième poste. C'est le cas d'ailleurs. Exactement. C'est le deuxième poste qu'on est en train de créer, donc avec Fileter notamment. C'est un poste d'animateur de réseaux sociaux et de mise à jour des sites internet. Donc agent de communication, enfin chargé de communication, si on prend des termes de ce type-là. Là, il va falloir d'abord, on se met d'accord sur la fiche de poste qui répond aux besoins. Donc il y a une fiche de poste qui est établie, je dirais, pour chaque association. On reprend les points communs. On crée donc une offre d'emploi. Et cette offre d'emploi va être donc proposée dans les réseaux type Pôle emploi, type aussi réseau local, qui permet donc, dans ses connaissances et dans son fonctionnement, d'avoir éventuellement la personne qui convient et qui peut postuler. Et de la recruter ensemble derrière. Quand on procède à l'entretien de recrutement, oui, voilà. Comme n'importe quel employeur, voilà. on va le faire. Alors c'est vrai que ça demande du temps, ça demande évidemment, ça ne peut pas être dans l'immédiateté entre le dépôt de besoin, on va dire, et puis la réponse aux besoins. Ça demande évidemment de la concertation, ça demande un planning un peu, c'est pour ça que ça prend du temps, là. Enfin, même si le Covid nous a retardé, n'empêche que de trouver des dates communes, s'entendre sur des textes comme le règlement intérieur, la convention de mise à disposition, ça a pris du temps, mais ça permet aussi aux associations de s'interconnaître, de prendre la réflexion sur un point commun et pas de se trouver à subir les choses. Donc voilà, donc c'est vrai que quand on dit co-employeur, et quand dans la vidéo, ça va être lourd, ça va prendre du temps. Ben oui, ça prend du temps, c'est quelque chose en plus, je dirais, à gérer en plus de son association, je dirais, d'origine, d'appartenance, mais n'empêche que c'est aussi de l'entraide, de la solidarité, du travail en commun. Évidemment, il faut avoir un peu l'esprit collectif. Hein. Si chacun est dans sa chapelle, ça ne va pas. Ça demande évidemment un état d'esprit, une mentalité, comme je le disais, dans l'économie sociale et solidaire, où on est quand même plutôt dans cet état d'esprit-là. Mais je pense que Mathieu peut peut-être justement témoigner du pourquoi Fileter s'intéresse à cette mutualisation d'emploi, puisque vous allez rentrer dans le groupement. Oui, alors effectivement, je rebondis sur ce que tu dis, c'est-à-dire que nous avons besoin de quelqu'un on a aujourd'hui une page Facebook, différents supports de communication, site internet, mais c'est chronophage. Et on se rend compte, bien sûr, comme vous le savez, qu'en fonction des différents supports, on ne va pas toucher forcément les mêmes cibles, les mêmes personnes qu'on a envie de toucher. Donc on a envie d'élargir le panel, sauf qu'on n'a pas envie
pouvoir de délester du temps sur nos fonctions dans nos structures, que ce soit assistant de direction, que ce soit le comptable, que ce soit maintenant au type de direction, enfin voilà. Donc on s'est dit, il nous faut quelqu'un, je ne sais plus combien c'est le temps, mais combien vous êtes parti sur une demi-journée par voilà, semaine. Une demi-journée par semaine de temps consacré pour faire ça. Donc du coup on s'est dit, évidemment, si nous-mêmes, le code du travail est très simple, hein, il dit qu'un temps partiel pour un employeur, c'est 24 heures minimum. Vous voyez bien que 24 heures, c'est pas une demi-journée. Bon. Donc 24 heures, non, on n'a pas de call occupé pendant 24 heures. Et on n'a pas le luxe de le payer pendant 24 heures. Voilà. Donc du coup, on s'est dit, évidemment, par contre, si on est plusieurs employeurs, si en tout cas plusieurs structures qui ont les mêmes besoins sur ce sujet-là, sur cette thématique qu'évoquait Roselyne sur la communication, sur l'animation des différents réseaux sociaux, eh ben, on peut arriver aux 24 heures, voire même plus. Et donc, effectivement, le SMAC avait lancé une consultation entre les structures présentes sur le territoire en disant, voilà, qui ça pourrait intéresser? Quelle autre structure, association a envie, a besoin d'avoir quelqu'un qui puisse travailler sur la communication, sur la conception de flyers, sur des choses comme ça. Et en même temps, c'est au cours de la sensibilisation sur la démarche que vous avez fait émerger ce besoin-là. C'est-à-dire qu'on n'y avait pas forcément pensé au départ. Hein, on pense secrétariat, comptabilité, etc., animation. Oui. Mais on ne pensait pas forcément à cette fonction un peu support qui manifestement intéresse 4 autres associations, donc c'est plutôt pertinent. Oui. Parce que souvent, les associations, elles ont des subventions pour créer leur site, etc., mais après, elles n'ont pas forcément les compétences au sein de leurs bénévoles pour faire cette mise à jour, ou ce temps de mise à jour, et voilà. Exactement. Et puis vous, effectivement, avec des choses, des contraintes particulières. C'est ça. Et pour revenir sur quelque chose qu'on disait, le fait d'être de configurations différentes, d'avoir des structures de taille différentes, ça permet peut-être à cette personne qui va prendre ce poste d'avoir 4 heures là, 4 heures là, mais à un autre endroit d'avoir 8 heures, et du coup de ne pas avoir un emploi du temps non plus trop, et des missions trop saucissonnées. C'est pour ça que parfois c'est chouette quand c'est possible d'être de taille différente et de pouvoir... Ça va être le cas en plus à la communication, on va être de taille différente, d'activités complètement diverses et variées. Et des attentes différentes. Et des attentes différentes. On passe du graphiste à... C'est ça. Puisqu'il y a certaines associations qui veulent revoir leur charte graphique, certaines qui ont déjà le site mais qui veulent le revoir, etc. D'autres qui vont avoir besoin en communication interne de faire correspondre justement leurs documents avec la charte graphique. Enfin, voilà, donc c'est vraiment très... Pour le salarié, au-delà de son environnement de travail, c'est une richesse et un enrichissement aussi pertinent, parce que dans une même entreprise, il n'aurait pas forcément cette variété d'attentes. Et puis pour lui, les choses aussi, c'est vase communicant. Ce qu'on fait avec l'un va se déverser à un moment donné dans les pratiques, dans les savoir-faire acquis. Ça se contamine en fait, au sens positif. Il y a 2 questions, madame, il va y en avoir 3, monsieur et madame. Allez-y. Vous parlez tout à l'heure que vous sondez les associations pour identifier les besoins dans différentes structures. Vous vous basez sur quel fichier de contact? Est-ce que ce sont des associations adhérentes au SMAC? Est-ce que c'est toutes les associations locales? Et comment est-ce que qui vous fournit ces fichiers? Comment est-ce que vous les alimentez? Voilà. Comment est-ce que vous sondez en fait? Donc la méthode qu'on a utilisée, c'est de s'appuyer sur les élus, évidemment les maires des territoires de proximité pour parler de la communauté d'agglomération du Cotentin, et sur les élus en charge de la vie associative, pour que justement cette personne nous permette d'entrer en contact avec le tissu associatif local et qu'on ait légitimité à apporter cet outil-là. Alors, ça, c'est une méthode qu'on a travaillée là depuis 2018, mais lorsqu'en 2018, j'ai proposé de refondre le SMAC dans cette configuration, ça a été de proposer une entente avec notamment Fanny Rousseau, qui a été, je dirais, l'élément, le vecteur important localement, pour rentrer en contact avec le fichier de l'économie sociale et solidaire, notamment, et un questionnaire qu'on a travaillé aussi avec Grégory, qu'on a proposé donc à plus d'une centaine d'associations, et on a eu une quarantaine de réponses, comme quoi ça correspondait effectivement à une évolution et à une recherche de cet outil-là. Alors après, ça n'a pas forcément donné, je dirais, tout le côté concret qu'on attendait peut-être, de façon beaucoup plus rapide,
Mais en tous les cas, ça a permis d'entrer en contact avec un certain nombre d'associations. Mais l'autre idée aussi, au-delà des élus et de cette démarche de la communauté d'agglomération du Cotentin, c'est aussi de s'appuyer sur les têtes de réseau. L'idée, ça a été par exemple d'inviter les structures d'insertion. Donc c'est comme ça que Fileterre, Au fil de l'eau, Astre Environnement, etc. ont été contactés pour les réunir sur une réunion commune et justement travailler sur leurs propres besoins. Donc voilà, c'était les têtes de réseau de l'insertion, mais ça pouvait être aussi... alors on a fait aussi tout un envoi vers le fichier du guide des associations de chacune des villes avant qu'on ait un guide des associations commun de Cherbourg en Cotentin. Donc, ça a été un envoi comme ça. Ça a été aussi les forums où Benoît Arrivé a largement porté cette démarche-là auprès des associations présentes dans le forum de Cherbourg en Cotentin pour dire, ben voilà, c'est un outil à votre disposition si vous voulez prendre contact. Donc on a été présent voilà. Donc on utilise plusieurs supports, mais l'idée aussi, c'est quand même de développer la légitimité d'agir auprès du tissu associatif, de ne pas arriver comme un VRP avec quelque chose à vendre. On n'a rien à vendre. L'idée, c'est de s'appuyer sur l'élu, notamment en charge de la vie associative, sur les directeurs du projet éducatif social local aussi. Enfin, c'est des personnes qui sont vraiment en tête de réseau. Et je trouve que c'est très bien aussi que des techniciens aujourd'hui de la ville de Cherbourg-en-Cotentin s'intéressent à la démarche pour mieux en comprendre les rouages et peut-être être vecteurs de cette démarche auprès du tissu associatif où ils entendent des besoins ou des plaintes sous la forme de plaintes dans un premier temps et peut-être en termes d'orientation, ça peut aboutir à une réflexion commune. Monsieur, j'ai deux questions. Vous avez parlé de co-employeur. Ça veut dire que je dois quelle disposition je dois prendre pour être co-employeur? Et la deuxième question, c'est l'employeur, le GE se rémunère comment? Okay. Juste pour, ça va un peu répondre à, je crois que je pense que très vite le bouche-oreille il se fait, donc il y a un moment donné où les sollicitations elles arrivent. Chez Secratev, le premier emploi s'est dessiné parce que des structures se sont mises au départ ensemble, ont poussé aussi à la création du groupement d'employeurs, font maintenant partie du conseil d'administration. Donc ce poste-là s'est créé et comme c'est aussi monosectoriel, je pense que ça joue, le bouche à oreille dans le secteur culturel s'est fait vite et aujourd'hui en fait, on a un peu des antennes et on répertorie les besoins. Cette année, enfin là, sur la période Covid, il y a eu 70 appels, 70 sollicitations pour créer un poste, des postes, alors que c'était ce qu'on avait depuis la création du GE. Donc il y a un moment donné où on regarde, on voit les besoins, il y a un peu, pas un ordre, mais il y a des priorités, il y a aussi selon les volumes horaires, selon le type de poste, on fait des familles. Et puis, les postes se créent comme ça, en fait. D'accord. Okay. Et par rapport à vos questions, donc, en complément, donc, la relation que le co-employeur a avec le GE, première chose, c'est un rapport d'adhésion classique. Et ensuite, Rosine a parlé, dans un GE, on parle souvent de deux notions, c'est-à-dire on a la fiche métier et la fiche de poste. La fiche métier, par exemple, nous, on va prendre chez nous, on a une fiche métier gestionnaire paye, donc c'est quoi classiquement ce que doit faire un gestionnaire de paye, et ce sur quoi il est recruté un peu largement. Et après, on a la fiche de poste, c'est-à-dire in situ, dans l'association A, ça veut dire quoi que de faire les payes, et dans l'association B, ça veut dire quoi en termes de mission, de tâches et de niveau de délégation. Parce qu'une situation ne fait pas l'autre, et que ce n'est pas le GE qui décrète exactement ce que doit faire le salarié, puisque le GE délègue à l'association co-employée ce qu'on appelle le lien fonctionnel de responsabilité, le lien de subordination hiérarchique, il n'y en a qu'un, il est au sein du GE, mais il y a une délégation sur le lien fonctionnel.
Et pour pouvoir faire vivre ça, on a ce qu'on appelle une convention de mise à disposition tripartite, signée entre l'adhérent co-employeur, le GE et le salarié, sur les conditions de mise à disposition du salarié dans la structure, avec le nombre d'heures, les missions, les tâches, les choses un peu classiques qu'on retrouve sur le droit du travail ou la convention collective applicable, mais que ça soit très clair sur l'articulation de la collaboration. Donc ça, c'est sur le lien contractuel, on va dire. Ensuite, ce qui se passe, c'est que le salarié intervient. Chez nous, en tous les cas, chaque mois, le salarié a une feuille d'heure. À la fin du mois, il fait signer cette feuille d'heure par l'adhérent co-employeur. Il la signe lui-même et ça déclenche la facturation. Le salarié est bien payé par le groupement et la facturation permet d'avoir les ressources du GE. Ce qui amène à la question de la rémunération du GE. Il y a plusieurs modèles possibles. Un GE peut être soutenu par les pouvoirs publics pour exister en tant que tel. Aujourd'hui, le SMAC, qui ne porte toujours pas d'emploi de salariés, est quand même bien accompagné par l'État, par Cherbourg-en-Cotentin, pour avoir un poste d'agent de développement qui n'est pas présent aujourd'hui pour raison de congé maternité. Voilà, les Bérangères que certains d'entre vous doivent déjà connaître. Mais cette personne-là est en charge d'animer tout ce que je suis en train d'exprimer. Ce poste, il est aujourd'hui financé par les pouvoirs publics en tant que tel. C'est un modèle. Nous, au sein de Média, aujourd'hui, notre modèle fait qu'on est autonome à 90% des financements publics. C'est l'activité qui rémunère le GE sur la facturation. La facturation étant de dire que quand on est dans un GE, la facturation se fait sur ce qu'on appelle un coefficient de facturation. Et dans ce coefficient, pour ne pas être considéré dans de la prestation avec un risque d'assujettissement, il ne faut pas que les frais de gestion du GE soient supérieurs globalement à 10% de leur facturé. Hein, donc, nous, par exemple, on a des coefficients, alors là, le terme technique, c'est un peu jargonneux, mais le principe, c'est de dire que quand on parle d'un coefficient, c'est le salaire brut horaire du salarié, et après, en fonction des GE, on va arriver sur des niveaux de facturation qui vont être à 1,8, 1,9, 2, on a même 2,10 en Bretagne dans le repérage qu'on a. Tout ça, ça couvre quoi? Ça couvre les cotisations patronales, les congés payés, les heures non facturées, parce que le salarié n'est pas à 100% de son temps placé, il y a la médecine du travail, il peut y avoir des réunions et autres, plus la rémunération du GE pour l'animation du système. Après, les charges du GE, elles sont forcément très différentes selon qu'on a un petit GE monosectoriel, 4 associations qui partagent un salarié. Généralement, la gestion elle est faite que par les bénévoles, on ne fait pas un animateur pour ça ou autre. D'un GE qui, aujourd'hui, nous, on fait à peu près 20-22 000 heures facturées. On a en gros 0,5 équivalent temps plein sur la structuration du GE entre ma fonction de direction, la charge de facturation et la charge de réalisation de la paie. Quand on regarde les bouquins sur les documents d'employeurs, ils disent, en gros, la solvabilité d'un GE, c'est 1 ETP pour 30 000 heures facturées. Pour ne pas avoir de la ressource publique. Après, si on a une aide de collectivité, ça finance ce qu'on appelle des charges de fonctionnement. Mais si on veut être à 100% indépendant de la ressource publique, on dit en gros, mais c'est les bouquins. Je suis moyennement d'accord avec ça, parce que tout dépend de ce qu'on appelle charge de gestion. Hein. Si on est logé par une collectivité qu'on ne paye pas de loyer, forcément on n'a pas la même chose que si on a un bureau en centre-ville. Enfin, tout est. Mais ceux qui ont procrastiné un petit peu sur le sujet nous donnent ces repères-là. Donc voilà par rapport à la... Ce qui est intéressant, c'est d'imaginer ce qu'on va appeler le mot classique, hein, c'est une forme d'hybridité des ressources. C'est d'un côté que les pouvoirs publics voient bien que soutenir un GE, c'est soutenir le développement de l'emploi sur un territoire. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Et ça permet de donner des moyens. Et puis de l'autre côté quand même, c'est qu'aussi les associations financent la structure qu'elles utilisent. Mais les modèles sont assez autant divers que les GE. Chez Secratev, au départ, il n'y avait aucune aide publique. Il ne s'agissait pas de faire de la main-d'œuvre pas chère. Donc,
le coût pour l'employeur et le coût réel de l'emploi, appliqué à un coefficient qui chez nous est de 1,597 et qui comprend ce que Grégory décrit, plus un fonds de garantie solidaire, puisqu'il y a solidarité entre les co-employeurs. Voilà, nous sur la facturation c'est différent parce que chaque salarié, mais c'est sans doute propre au métier, chaque salarié a un nombre d'heures fixe avec chaque co-employeur par mois qui peut légèrement varier, mais on a normalement on récupère si on fait plus d'heures. Donc pour le co-employeur, c'est combien il va payer annuellement puisque c'est établi au départ. Ce qui est intéressant dans nos témoignages, mais même dans ceux que vous pourriez trouver, et puis Rosine on a fait un peu de brainstorming sur les autres pratiques, il y a le GDS 35 dans Arène et compagnie, c'est de regarder comment font les autres, s'approprier le fait qu'il n'y a pas un modèle, et donc c'est de se dire, dans la gouvernance de notre GE, c'est quoi le modèle socio-économique qu'on veut développer, quoi. Hein, c'est à ce niveau-là qu'il faut... la loi est assez souple quand même. Ce qui ressort aussi, c'est que le coordinateur de ce GE est nécessaire. Alors nous, au départ, Élise, elle était mise à disposition par une autre structure jusqu'à la création de son poste en 2016. Alors, pour le coup, les aides publiques vont sur ces postes-là de coordination. Mais, puisque maintenant, ils se le partagent à plusieurs. Mais, en tout cas, les GE, je sais pas... les GE qui perdurent sont quand même principalement avec une coordination. Forcément, on a un certain nombre de salariés, c'est indispensable, c'est gérer la relation des adhérents, gérer la relation de salariés. Après, c'est toujours des fonctions qui sont parfois sous-estimées. Pour vous donner un ordre de grandeur, nous, le budget aujourd'hui, c'est 350 000, 370 000 euros du GE, 14 salariés, 70 membres. Et mon rôle de directeur sur le GE, mon temps affecté, c'est 20%. J'ai une journée par semaine annualisée pour faire tout ça. Il n'y a pas de temps à perdre. Clairement. Mais le GE n'a pas la capacité, je suis en co-direction sur 3 structures, le GE n'a pas la capacité aujourd'hui de financer plus que ça avec ses frais de gestion. Donc on a fait un choix, hormis cette année auquel on a dérogé un petit peu parce qu'on vient de développer un projet, mais on a fait le choix de dire que notre modèle socio-économique est un modèle indépendant des financements publics. Donc on ne va pas chercher, puis en plus quand même des politiques publiques en faveur des GE sont pas... vous êtes pas mal ici, hein, enfin, la collectivité, nous sur Caen, on rame enfin, là-dessus. L'État aide dans l'émergence, mais pas plus. Le conseil régional est très questionnant là-dessus. Donc on a fait ce choix de ne pas nous mettre en dépendance du financement public, mais ça veut dire qu'on est... entre guillemets à l'os sur les fonctions support, puisque le total des fonctions support, c'est un demi-ETP pour 14 salariés, 400 000 euros de budget. Plus rationnel, c'est compliqué. Hein. Une question qui va être différente, moi j'aime bien quand ça part un peu partout. Supposons que j'emploie un salarié, ok, partagé, sur quels critères, sur quelle base salariale allez-vous le rémunérer? Nous, on estime que le SMIC, c'est pas évident pour quelqu'un, soyons clairs. Donc, sur quels critères salarial, quelle grille salariale vous vous positionnez pour l'emploi de quelqu'un? Quand un groupement d'employeurs se crée, il a l'obligation de choisir une convention collective. Le GE n'applique pas que le droit du travail, ne peut pas. Et donc, généralement, on va regarder la convention collective des premiers membres. Et cette convention collective, il doit la déclarer à la directe. Hein, donc déjà, il y a le cadre... La dette. Déjà, il y a le cadre conventionnel qui fait qu'on peut pas, on est obligé de se rapprocher d'une convention sectorielle. Et après, par rapport à ce que vous exprimez là, c'est de la discussion entre les co-employeurs et le GE. C'est de la vraie... et donc, il y a la philosophie que vous exprimez, je crois qu'on peut tous partager très vite, puis après, il y a le budget dont on dispose. C'est là, c'est là aussi où le GE apporte au co-employeur en mettant en valeur, en faisant émerger un métier, pour le coup en nommant un métier selon les besoins et en regardant, au regard de ce métier des responsabilités, une grille. Donc nous on a pris l'option de la convention collective de l'animation, puisqu'au départ
à la création du SMAC, les 5 associations étaient oui, dans le monde de l'animation. Au niveau de chaque GE, vous ne pouvez pas avoir plusieurs types de conventions collectives. Non, mais on peut faire un mix après, on peut travailler une grille à partir de supports de la convention collective fondamentale, plus celles qui représentent l'association ou les associations comme dit Grégory, de toute façon, et trouver un compromis. Il faut une convention collective, et une convention collective, on va dire après, c'est un minimum. Mais oui. On peut toujours faire mieux qu'une convention collective, ça rien de l'interdit. Et après, il y a la reconstitution de carrière. Selon les types de métiers, les conventions collectives ne sont pas forcément les mêmes. On est d'accord. C'est pas sûr que sur un GE, sur le SMAC, selon le type de personnes dont on aurait besoin, que ça corresponde à cette convention collective-là. Tout à fait. Je pense, par exemple, pour nous, on était en train d'en discuter, on était plus sur un éducateur technique, par exemple. Oui. Voilà, pas forcément dans l'animation. Et c'est pour ça que ça amène à par rapport à ce que vous dites là, excusez-moi de vous couper, mais ça amène à préciser juridiquement une obligation dans un GE, c'est-à-dire qu'un GE choisit une convention collective, ça on l'a dit, mais quand il a un nouveau membre à partir d'un besoin exprimé, il doit regarder si ce membre, s'il avait embauché en direct, s'il embauche en direct, quel serait le niveau de rémunération. Et effectivement, s'il y a une convention collective plus favorable du membre que celle appliquée par le GE, on doit appliquer un différentiel de paye sur le temps affecté, légalement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en gros, ce que dit le législateur, c'est qu'on ne peut pas passer par un GE pour payer moins cher que si on pouvait le salarié directement. Donc ça peut être ajusté, en fait. Tout à fait. On a les notions de prime de poste, mais même aussi au niveau des congés. On a des conventions collectives, nous par exemple dans l'action sociale, la 66, la 51, dans le jargon, qui sont jamais suffisantes pour ceux qui y sont, mais qui sont quand même pas mal par rapport à d'autres, qui font qu'il y a des congés supplémentaires et ainsi de suite. Et donc on doit proratiser au temps passé dans les structures un droit à congé supplémentaire pour les salariés qui interviennent dans cette structure. Juridiquement, c'est un des enjeux importants. C'est pour ça que ça repose la question de la coordination, de l'animation du jeu dont parlait Lucille tout à l'heure, c'est qu'il faut maîtriser le droit, quoi, pour pas faire de... Il y avait une... Si chaque co-employeur a une politique salariale différente, il peut s'appliquer. Nous, on est en plein mois de décembre là, mais peut-être que tu as la même chose. Plein mois de décembre, chèque cadeau Noël, prime Macron, 13e mois dans certains cas. Et sur 14 salariés, on a presque autant de situations qu'on a des salariés. Il y en a qui vont avoir la prime Macron au prorata dans 4 structures, mais pas sur les 7. Et ainsi de suite. Il y a plein de niveaux là-dessus qui s'adaptent. Nous, non, puisqu'on est monosectoriel, donc c'est la même convention. Donc tous les 15 et toutes les 15, on a les mêmes choses. Après, chaque co-employeur peut décider, selon son année, selon je ne sais pas quel, d'appliquer une prime à un salarié. Mais c'est la seule chose qui varie. Parce qu'il faut considérer que le salarié embauché, il fait partie aussi de l'association adhérente. Donc il va bénéficier des mêmes avantages que les autres salariés. Il n'y a pas de raison que s'il y a des chèques vacances, lui n'en ait pas. Enfin, et au prorata, évidemment. Et à contrario, ce dont on évoquait quand on s'était de travail, c'est qu'il faut faire attention aussi à ce que la personne qui est mise à disposition par le groupement ne soit pas payée à tâche égale plus cher au taux horaire que le salarié de la structure. Ah oui. Non, bon. C'est pour ça que je parlais d'éthique. Faut que tu montres le salaire de sa structure, c'est tout. Non, non, je voudrais poser une question. Tu disais que vous étiez sur la convention collective de l'animation. Ce que je voulais, pour avoir regardé aussi, les volumes horaires ne sont pas forcément les mêmes du tout. Comment vous gérez ça? Qu'est-ce que vous appelez le volume horaire pour un animateur. Je sais pas oui, les animateurs techniciens. Mais les fonctions support, ils sont sur du 35 heures. Ouais, mais pas tout. Sur les fonctions back-office, comme disait tout à l'heure Grégory. Sur les techniciens notamment. Les animateurs techniciens ou les professeurs, par exemple, d'enseignement musical, etc. Ils vont être à 26 heures, ils sont à temps complet déjà, puisqu'on considère que les 9 heures restantes sont de la préparation. Donc il y a 26 heures face à face et 9 heures de préparation. Donc évidemment, on tient compte de ça. Si c'est un enseignant de technicien, voilà. Mais si c'est une comptable, par exemple, la comptable, elle va jusqu'à 35 heures
hebdomadaire. Et au-delà, jusqu'à la limite possible dans le droit du travail, d'heures complémentaires. Lucide. Ça veut dire que dans ton monosecteur, sectoriel, tous les gens ont la même paye? Non, parce que on a. On est d'accord. Quelqu'un qui a 25 ans. Non, mais on n'a pas forcément le même groupe. Pas les mêmes responsabilités. Alors, si on parle de nous sur nos métiers. Ancienneté égale. Ancienneté égale. Un administrateur ou une administratrice de production n'aura pas le même salaire qu'un attaché ou qu'une attachée de production. Parce que ce n'est pas les mêmes responsabilités, donc ce n'est pas le même groupe. Mais à échelon égal. À échelon égal. Oui. Madame, vous avez une question tout à l'heure, on parlait vers vous. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment s'organise l'emplacement physique, le lieu de travail pour l'employé. Alors, s'il est en contact avec le public, j'imagine bien qu'il se déplace. Mais si par exemple c'est un administratif, comment s'organise ce lieu de travail? Ce qui est important à préciser, c'est que le salarié, il est dans les structures des associations adhérentes. Il n'a pas un bureau en propre, il n'a pas son bureau et les adhérents viennent le voir, même s'il est comptable ou autre. Il se déplace. C'est pour ça que ça pose aussi la question, effectivement, de la rémunération et du statut. Travailler dans un GE, pour un salarié, c'est dynamique, parce que c'est des environnements de travail différents, c'est des équipes différentes, c'est des projets différents, mais c'est plus complexe qu'un poste auprès à 35 heures dans une même boutique, quoi, quelque part. Et du coup, ça amène à ce que quand vous adhérez à un GE, c'est pour ça que on parle bien de co-employeur, c'est qu'il faut que vous vous projetez sur le fait de dire je suis en train d'embaucher quelqu'un en CDD ou en CDI à temps partiel. Donc, comment je l'accueille? Où est-ce qu'il travaille? Quels sont les outils de travail dont il a besoin? Parce que tout ça, vous devez lui fournir. Comme si c'était votre salarié le moment où il sera chez vous. Après, aujourd'hui, il y a le télétravail qui a beaucoup perturbé les choses depuis 18 mois. Donc, c'est des sujets. C'est la place du télétravail pour des salariés en co-emploi. Nous, on a été complètement... on a fait ce qu'on appelle toute l'année un accompagnement sur un pacte télétravail. Et on a pris des décisions, par exemple, qui étaient que le rapport au télétravail, c'est déjà de se dire quelle est la politique de la structure adhérente sur le rapport au télétravail, parce que le salarié s'intègre dans les pratiques RH internes. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième, par contre, c'est de se dire le co-emploi est quand même un temps où les gens, tout à l'heure, on parlait d'une demi-journée par semaine ou deux. Nous, on dit, en gros, quand on a un adhérent à moins de 2 jours par mois, pas de télétravail, par exemple. Parce que sinon, on ne se voit jamais, quoi. Enfin, même si techniquement le métier le permettrait. Mais c'est important de bien voir les choses comme un co-emploi et non pas comme une prestation externalisée ou un intervenant qui viendrait, qui est en poste presque isolé, quoi. Tout à fait. Si on veut qu'il s'intègre dans la structure, si on veut donc, vous devez travailler aussi toute la procédure d'accueil. En fonction de la taille de la structure dans laquelle vous êtes, si vous avez un livret d'accueil des salariés, il doit se modifier pour tenir compte du salarié en co-emploi. Ce qui peut par contre se mutualiser un peu, dans certains cas, c'est parfois l'outil informatique. Parce que, par exemple, je parlais tout à l'heure des techniciens, non des gestionnaires de paye, c'est le GE qui a acheté les ordinateurs portables avec les logiciels adaptés pour tous les co-employeurs, et c'est facturé sur la base de ces 85 centimes d'euros d'usage, parce que c'est idiot vu tout ce que ça coûte, d'une part, mais en plus pour le salarié, c'est un confort de travail que d'avoir un poste toujours configuré de la même façon et toujours les mêmes logiciels, parce que s'il fait de la paye dans 6 structures, avec 4 logiciels différents, et puis dans certaines structures, le dernier ordi, puis dans l'autre c'est un Mac, il va, voilà. Les co-employeurs ont déjà les mêmes logiciels au départ. Comment? Pas forcément. Non. Alors, vous amenez quelque chose. On amène on le dit au départ, c'est-à-dire que c'est vrai que ça fait partie des conditions un peu d'adhésion sur la paye, par exemple. Si on dit nous on bosse sur Scylla Expert, donc il faut que la paye se fasse sur Scylla Expert ou Ciel éventuellement, mais c'est tout. Parce que pour le salarié c'est compliqué. Chez nous, tout le matériel est mis à disposition par le GE. Ça veut dire que là, la semaine prochaine, il y a une nouvelle salariée qui arrive. Elle va arriver, elle sera accueillie sur un temps
elle sera accueillie. Et puis ensuite, elle a un peu une semaine où elle reste dans les locaux du GE pour un peu prendre ses marques, etc. Tout le matériel lui est fourni avec les logiciels dont elle a besoin. Sauf, il y a des exceptions, hein, une chargée de com, elle peut des fois dans un lieu fixe avoir son... Et c'est compris dans cet indice qui est appliqué à la facturation. Donc voilà, et sur les lieux, nous on tient aussi à ce que le salarié aille sur les lieux de travail, mais ce n'est pas un critère rédhibitoire. Une structure qui n'aurait... Parce que pour le coup, ça peut être des associations culturelles, des compagnies qui n'ont pas de bureau, auquel cas on accueille et le co-employeur et le salarié dans nos locaux. Donc on n'a pas des très grands locaux, donc on a des plannings de réservation de salles. Nous, on va être dans ce mix-là. Et puis, d'aller travailler chez les co-employeurs, c'est hyper important. Mais de venir travailler au GE, c'est aussi important parce que nous, on est 15, donc on voit nos collègues. Parfois, tu peux aller travailler dans une association où tu es le seul salarié et de se retrouver dans un espèce d'isolement, alors que nous, on a des réunions d'équipe, je crois, tous les 3 fois par an, peut-être, je sais pas, où on est tous ensemble, et puis on essaie de se voir, parce qu'il y a aussi une transmission des savoirs en interne. Quand on est plusieurs à faire le même métier, on se transmet des choses. Vous êtes 15 alors pour... On est 15 salariés, oui. Du GE, travailler pour... Voilà, pour une trentaine de structures. C'est vrai que ça amène à rendre bien... Alors, tout dépend de la taille du GE, comme toujours, hein. C'est vrai qu'un salarié de GE, il a des multi-appartenances à la notion d'équipe. Il a l'équipe des salariés du GE, qui est plus ou moins forte, hein, en fonction des pratiques internes du GE. Et puis après, il y a chacune des situations de travail. Et c'est là où je parlais à la fois de richesse et de complexité tout à l'heure pour quelqu'un. Est-ce que ça peut... Il y a Romain? Je me demandais, admettons qu'une des structures co-employeuses adhérentes doit, pour une raison ou une autre, rompre son contrat avec du coup le salarié. Comment le GE vient minimiser, encadrer finalement le risque lié à la mutualisation pour pas que finalement ce soit la structure entière qui... Ça fait partie de toutes les pratiques de gestion de l'emploi qu'il faut discuter. Alors, dans un GE, alors je parle de la convention de mise à disposition personnelle, il y a aussi des statuts et un règlement intérieur. Est-ce que t'exprimes là doit être posé pour que ça soit clair? En gros, c'est de se dire quoi? Quand vous êtes... Alors, les principes chez nous, après c'est pareil, mais en tous les cas, il y a... les règles sont quand même assez transversales, c'est la façon de les harmoniser qui peut changer. Mais quand un salarié est embauché par le GE, ou quand il était déjà embauché mais qu'il va vers un nouvel adhérent, il y a la notion de période d'essai, classiquement qu'il faut savoir faire vivre. Ça, c'est le démarrage. Et sur la fin, sur la rupture possible d'un contrat de travail, les situations, celles que tu vas prendre là, c'est-à-dire une association qui souhaite arrêter, nous, par exemple, il y a une période de préavis qui est de 6 mois pour pouvoir quitter le GE, pour permettre que, lors de cette période de préavis, on puisse trouver l'équivalent auprès soit des autres co-employeurs, soit auprès de tous les adhérents du GE, soit à l'extérieur. Toutes les situations sont possibles. Jusqu'à aujourd'hui, comme je dis à chaque fois quand je raconte cette histoire, je touche du bois, on a vécu cette situation plusieurs fois, on a toujours réussi à trouver. Mais si on n'arrivait pas à trouver, vous aussi, bon, bah alors, peut-être du bois ensemble. Donc ça veut dire que ça marche. Mais sinon, juridiquement, c'est quoi la suite? C'est si on ne trouve pas, tu as un salarié il perd une journée de travail par semaine. À partir de là, ton obligation en tant que GE, c'est de lui faire une proposition de réduction de son temps de travail. Il accepte, pas de souci, pas de souci, c'est lui qui prend la perte, mais du coup son contrat de travail est poursuivi et l'adhérent co-employeur s'en va sans conséquence. Il refuse, le GE est obligé de licencier le salarié pour motif économique de toutes les situations. Et du coup, le GE doit, à partir de là, payer une indemnité de licenciement pour motif éco. Nous, nos pratiques, c'est de dire, si cette situation-là arrive, on fait payer l'indemnité de licenciement économique au prorata temporis d'ancienneté et de temps au co-employeur fautif, entre guillemets, sans jugement. Mais là, par contre, le reste, pour tous les autres qui n'y sont pour rien, mais sont impactés négativement,
on prend, et Lucien en parlait tout à l'heure, on prend dans un fonds de solidarité qu'on a créé, et du coup, on finance l'indemnité de licenciement pour ça. Ça amène que le salarié perd son emploi, et après la question c'est, en théorie, puisqu'on n'a pas été confronté, c'est que juridiquement, tous les membres sont libérés de leurs obligations vis-à-vis du GE, et donc la question est posée de est-ce qu'on repart ensemble pour créer un emploi à 80%, puisqu'on ne peut le créer qu'à 80%. Normalement, sur un licenciement économique, en théorie, il y a une priorité de réembauche pour le salarié qui, mais comme a priori il a refusé son poste, on peut penser qu'il ne sautera pas sur l'occasion et qu'on pourra embaucher quelqu'un. Ça, c'est les règles juridiques et d'état d'esprit définies dans notre gouvernance. Pour le moment, on ne l'a pas vécu. Mais c'est en tous les cas comme ça que ça doit se passer sur cette situation. Donc juridiquement, c'est très clair. Après, ce qu'il faut bien voir aussi dans un GE, c'est pour ça qu'on parle d'un fonds de solidarité, le principe est de dire que les co-employeurs sont liés ensemble sur un principe juridique qui est la responsabilité solidaire. Et ça, c'est un principe très important. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que théoriquement, comme on n'est que sur des dettes de salaire, si l'un des adhérents quelconque est défaillant, le GE est en droit de demander règlement de la facture du défaillant auprès des autres employeurs. Donc demain, voilà, l'association A ne peut pas payer, nous on a besoin de payer le salaire, on peut demander à B de payer les charges de A. Ça, c'est le principe qui est juridique, qui est légitime. Maintenant, ça, le problème, c'est que souvent, ça fait frein forcément à adhérer à un GE, donc il faut prévenir le risque. Et le risque, souvent, dans la plupart des GE, il est géré sous la forme de création d'un fonds de solidarité interne qui peut, nous, à l'origine, quand on a créé Média en 2004, par exemple, c'était la Directe à l'époque, on a bénéficié d'une convention de promotion de l'emploi et à l'époque, ils nous ont filé, je crois que c'était encore, non, c'était déjà en euros, on a eu 10 000 euros pour créer le fonds de réserve, par exemple, à l'époque. Il nous a donné tout de suite de la trésorerie et la situation. L'autre situation aujourd'hui qui existe, c'est que chaque heure facturée, il y a 60 centimes d'euros qui vont vers le fonds de solidarité et qui ont la vocation de gérer l'adhérent défaillant, ça c'est une situation négative, mais aussi, et c'est un peu plus positif, les éventuels coûts de formation du salarié, parce que on regarde une demande, on fait une demande au co, et puis si on n'a pas la totalité des coûts pédagogiques ou la totalité de l'absence du salarié, du coup dans le fonds collectif, qui est le fonds des membres, on prend cet argent-là pour permettre aux salariés d'avoir une formation. Donc dans la gouvernance du SMAC, il y a des choses comme des mécanismes comme ça qui sont prévus et qui amènent à... Et c'est vrai que ça nous met un peu dans la vidéo de tout à l'heure, c'est que ce qu'il faut que vous puissiez peut-être bien identifier localement, créer un GE, ça demande du boulot, beaucoup de réflexion et un peu de... L'avantage ici, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un GE qui a fait tout ce boulot-là et qui est prêt à recevoir toutes les envies. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous soyez consommateur du GE qui a été créé, il faut que vous en soyez membre, mais la maison, elle existe, quoi. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, elle intègre des locataires et qu'elle puisse avec eux créer des emplois, mais le socle juridique, les réflexions ont été mises. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut tout prendre et puis vivre qu'avec ce qui a été fait, mais il y a des fondamentaux qui sont posés, et puis en devenant membre, vous pourrez au fur et à mesure des mois et des années prendre à un moment une qualité d'administrateur, et puis aussi modifier les règles de gouvernance avec maintenance et faire évoluer au on est en perspective de 2 emplois, donc l'un autour de la comptabilité et l'autre autour des animations de réseau et site internet. Donc voilà, avec pour l'instant des temps de 10-15 heures par semaine chacun. Donc l'idée c'est de monter un peu en puissance. Donc voilà, donc on est vraiment au b.a.-ba de la reprise, mais comme je vous disais tout à l'heure, on a partagé une secrétaire pendant 15 ans, elle avait 35 heures de travail avec 5 associations, et alors effectivement, la secrétaire, elle était dans un lieu, et ça a posé, et c'est là aussi où on a fait dans l'évaluation la remarque qu'il fallait que ce soit la personne qui se déplace,
parce que c'était un des, je dirais, défauts, on va dire, de notre fonctionnement, où un peu les associations arrivaient et demandaient au fur et à mesure, puis tout était urgent et tout devait se faire pour le lendemain. Donc on a vu les limites de ce type de fonctionnement, et là maintenant on est vraiment parti sur l'idée que les salariés iront dans les associations co-employeuses, et avec ce temps d'intégration et ce temps aussi de formation. Si je prends le cas par exemple du groupement d'entraide mutuelle de l'UNAFAM, eh bien il va falloir qu'elles connaissent aussi le public qui fréquente le GEM, pour justement s'intégrer, travailler avec eux, avec leur rythme, etc., avec les spécificités du public accueilli. Donc tout ça, ça prend du temps, et de la formation et de l'accompagnement. Sachant qu'il y a le principe et les exceptions, ce qu'exprimait Lucie tout à l'heure, c'est-à-dire, en même temps, si c'est pour que le salarié il aille tout seul dans un bureau parce que les bénévoles sont au boulot toute la journée, ça n'a pas de sens. Ça ne sert pas à grand-chose. Oui, donc il y a le principe, effectivement, c'est que le salarié soit dans les locaux de la structure. Donc après, quand on est avec des membres, c'est toujours est-ce qu'ils ont des bureaux en propre ou est-ce qu'ils n'en ont pas. On a parfois aussi des salariés de GE qui bossent dans des open space, comme ça existe aujourd'hui, pour être aussi dans des dynamiques un peu collectives, parce que le télétravail a aussi montré ça, c'est qu'à un moment, est aussi un peu trop souvent tout seul sur son poste d'emploi dans la production informatique. Je vais être obligé de vous laisser. Merci Grégory. Bon retour et merci beaucoup. Donc, Grégory nous accompagne depuis 2007. Au revoir. Au revoir, merci. Sur nous, par exemple, les co-employeurs font partie du GE2. Mais donc, autour de chaque salarié, il y a un collège qui porte le nom du salarié. Donc le collège Lucille, le collège Aferdita. Et ces collèges-là se réunissent tous les semestres. Le collège et l'équipe coordinatrice du GE, enfin la coordinatrice du GE, pour faire un point sur le poste, pour faire un point sur les besoins en formation, s'il y a des choses, s'il y a des points de tension, enfin voilà. L'ensemble des co-employeurs sont conviés de façon presque obligatoire à l'AG chaque année. Et ensuite, on met en place des temps de formation interne où on invite l'ensemble des adhérents. Et puis certains font partie de la direction, le conseil d'administration et les collégiales. Enfin, la gouvernance de l'asso et les collégiales. Donc il y a vraiment, entre les co-employeurs aussi, ils se connaissent en tout cas. Il y a de la pratique ensemble. Donc, quand il y a un départ, quand il y a un co-employeur qui va rompre le contrat, en général, les choses elles sont déjà discutées. Enfin, ça arrive rarement. Nous, c'est jamais arrivé comme ça, quoi. Vous êtes basé où? À Caen. À Caen. Donc, si vos salariés sont sur Caen. Mais on draine on peut travailler avec des structures qui sont dans la Manche, dans l'Or ou dans le Calvados. Donc on est à moi, une fois tous les 15 jours, je vais à Saint-Lô par exemple. D'autres vont à Alençon. Mais en général, je pallie à être une partie du temps du coup dans les locaux. Pour l'animation? Non, spectacle vivant. Live spectacle. Ok. Oui, enfin culture. Je vous fais passer Super, moi je veux bien 2 ou même 3. la plaquette du SMAC. Vous aurez un certain nombre de résumés, d'éléments de résumé aujourd'hui, abordés aujourd'hui. À partir du moment où on réunit les personnes qui ont le souhait de créer un poste, le temps d'identifier les besoins, enfin voilà, de mettre en place. On dit que ça prend à peu près 6 mois de création de poste. Bon, c'est un peu plus rapide maintenant parce que les mêmes postes se reproduisent, donc ça va un peu plus vite, mais en général, quand ça va trop vite, ça marche pas bien. Je ne sais pas, est-ce qu'on a encore des questions? Ça vous paraît clair? Donc, de toute façon, alors ce que j'essaye aussi de défendre, c'est un petit peu ce qu'a dit
Grégory tout à l'heure, c'est qu'on a donc embauché grâce au prix que nous avions reçu il y a 2 ans dans le cadre de ce même forum sur l'aspect développement en économie sociale et solidaire de ce groupement. Donc, ce qui nous a valu effectivement de pouvoir enclencher l'embauche de Bérangère Pasquier, donc, qui est agent de développement à mi-temps dans le groupement, donc, qui est absente aujourd'hui puisqu'elle est en congé de maternité. Mais moi, j'essaye de défendre ce poste-là, alors effectivement avec des fonds publics pour l'instant, parce que voilà, c'est la seule façon que j'ai eue de pouvoir continuer d'amorcer cette trésorerie et de lui permettre d'avoir au moins, là, on a à peu près 1 an, 2 ans, 1 an et demi de trésorerie pour assurer son emploi, sans qu'il y ait forcément d'emplois créés. Et de toute façon, même s'il y avait des emplois créés, on a dit tout à l'heure que c'était 10% sur la gestion. Donc, vous voyez, 10% de certain nombre d'heures qui sont encore quand même très balbutiantes, c'est pas ça qui fera qu'on paiera son salaire. Donc, c'est quand même basé essentiellement sur des fonds publics tout de suite. Donc, l'État nous reconnaît aussi comme point d'appui à la vie associative sur l'emploi, ce qu'on appelle les PAVA. Donc, on fait partie du réseau des PAVA, au même titre que France Bénévolat ou au même titre que la Ligue de l'enseignement, etc. Donc ça nous permet d'apporter aussi cette ressource auprès des associations sur l'emploi partagé, notamment, sur l'emploi plus en général, mais plus particulièrement sur l'emploi partagé. Et donc c'est vrai qu'on espère justement négocier des conventions avec les collectivités locales pour faciliter cette sensibilisation, faciliter ce développement, cet appui vers la vie associative et le maintien de ce poste d'agent de développement. Parce que l'expérience que j'ai eue du secrétariat partagé, je l'ai portée toute seule, donc j'ai fait quand même, toute seule. Principalement, on va dire, même si d'autres personnes pouvaient être des relais de temps en temps, mais comme ils étaient co-employeurs, c'était compliqué, donc j'essayais de faire le tiers et la médiation sur un certain nombre de points. Et ça, ça me paraît important que ça puisse être justement porté par un professionnel, apporter cet encadrement dont on parlait, de la dynamique entre les salariés, la ressource aussi en droit social qu'elle peut collecter dans son travail et apporter aux salariés cet appui, cet accompagnement. Quel est l'élu de charge de la vie associative? C'est Madame Lefebvre, ici sur Cherbourg-en-Cotentin. En tout cas, c'est une vraie plus-value et pour le ou la salarié et pour le co-employeur d'avoir cet emploi partagé. Nous, on le vit tous les jours et je suis en 2015 quand le premier poste il a été créé, en 2016 le deuxième, on ne pensait pas être 16 en 2021 et 19 en 22. Et je pense que c'est parce que cette chose-là, elle est reconnue par nos interlocuteurs, d'un professionnalisme de chaque salarié sur des métiers précis et puis d'un accompagnement en ressources humaines, en formation, à plein d'endroits. Parce que je crois que la coordination du groupement d'employeurs, elle n'est pas qu'à l'endroit du salarié, c'est aussi un interlocuteur privilégié sur beaucoup de questions pour les assos qui viennent prendre de la ressource à cet endroit-là. C'est pas qu'autour du métier du salarié, ça déborde. Et c'est une vraie plus-value. Pour être concrète, on est donc sur un 8, nous, au niveau du GE-SMAC, pour tout ce qui est donc salaire et coefficient de facturation. On a le forfait associatif donc de 0,60 par heure facturée, l'adhésion de 50 € et la mise à disposition de moyens informatiques divers et variés pour 0,75 en plus sur l'heure facturée. Voilà. On est sur cette base-là. Après, comme on a dit tout à l'heure, ça se discute. Si on a des aides exceptionnelles, eh bien, ça viendra en moins sur cet apport, par exemple, des 0,75 €. J'ai fait un plan de financement. Si on a des aides, on peut espérer, on a fait des demandes, des réponses à l'appel à projet. Si on a les aides, eh bien, ça va permettre pendant 3-4 ans de pas solliciter l'association sur ce coût de matériel, par exemple, et de logiciels. Mais c'est important de savoir parce que les logiciels, par exemple, de comptabilité ou de communication, c'est des abonnements maintenant chaque année. C'est pas une licence que vous achetez une bonne fois pour toutes. Donc il faut retrouver chaque année les mêmes fonds
et qui représentent de l'ordre de 1300 € par poste. Hein. C'est pas négligeable hein, maintenant sur les coûts des logiciels, d'abonnement de logiciels. Photoshop, Ciel Compta, etc. C'est des coûts de 69-70 € par mois pendant un an. Hein, et donc vous le renouvelez chaque année. Mais c'est vrai que le fait que ce soit l'emploi, le coût réel de l'emploi qui soit facturé, enfin, quand le modèle économique est basé là-dessus, sur le fait que ce soit le coût réel de l'emploi qui soit refacturé avec ce coefficient qu'il y a. Pour les tutelles, ça permet de, si elles accompagnent le GE, ben de ne pas dire on accompagne 2 fois, on accompagne le GE, et si on accompagne aussi la structure, ça ne va pas rémunérer la même chose en tout cas, puisque les choses sont distinctes. Oui. Bon. En tous les cas, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre participation. Et on espère avoir répondu, je dirais, à votre questionnement. Et puis, on espère avoir les suites pour faire émerger encore plus et développer cette démarche-là. En tous les cas, n'hésitez pas à la diffuser. On a créé sur le site, vous retrouverez la petite vidéo sur le site de l'association du groupement, vous retrouverez les vidéos et d'autres qu'on n'a pas pu mettre, et puis un petit film que j'ai réalisé avec les ex-co-employeurs pour justement mettre en avant la plus-value qu'ils en avaient et aussi les côtés négatifs qu'ils ont pu en tirer, c'est-à-dire évidemment toute situation, toute expérience a des points positifs comme des points aussi à mettre en exergue et à les travailler pour les faire évoluer. C'est quoi l'asso SMAC NFR, c'est ça? Oui, asso-SMAC, vous l'avez sur la carte de visite. Oui, tout à fait. Je vous remercie beaucoup et bonne continuation.